En matière de promotion de la santé, notamment par les activités physiques, la problématique des inégalités sociales et territoriales est cruciale. Donc la plupart des travaux scientifiques insistent sur les dimensions plutôt macro-sociologiques, parlent de gouvernement des corps, de paradigmes médico-sportifs, parlent également de morale de l'effort par les activités physiques, issus des dispositifs mis en place par les gouvernements. Je crois que c'est dans ce contexte-là et dans cet esprit-là de collaboration et vraiment de construction d'un programme de recherche autour de ces questions-là. Nous savons bien que les programmes de promotion de la santé n'ont que de succès s'ils sont bien adaptés aux conceptions de la santé individuelle. C'est pour cela que nous avons reconstruit les conceptions de la santé des enfants défavorisés. On est allé à la rencontre des acteurs en situation dans les quartiers pauvres, ceux qui sont les plus éloignés donc du sport, pour voir comment ils perçoivent les dispositifs donc, de promotion de la santé par les activités physiques. Nous avons interviewé 176 enfants, 45 parents, plus de 25 responsables de programmes pris dans 4 pays, donc la France, l'Italie, la Suisse et l'Allemagne. Nous avons opté pour un comparatisme réflexif dans une perspective compréhensive. Alors comment ça se passe? La comparaison se fait par un processus d'éclairage en retour et la mise en place d'un certain nombre d'outils méthodologiques permettant de standardiser. Les focus group avec les enfants se sont déroulés dans des conditions standardisées par l'espace scolaire. Nous leur avons montré ces 6 photos que vous voyez sur le diapo et la question c'était plus ou moins, je vais vous montrer quelques photos, est-ce que vous pourriez me dire c'est que la bonne santé? Nous avons utilisé un logiciel d'analyse qualitative, Maxcudia, pour l'interprétation des données ainsi que d'autres outils tels que des cartes Mindmap ou des grilles Excel pour l'utilisation des indicateurs. Et à partir de ce gros corpus, nous avons pu donc avoir comme résultat le fait que ces acteurs donc, arrangent leur conduite au quotidien, s'accommodent en quelque sorte de ces normes. Et quand on analyse quand même, nous, les entretiens, on se rend compte que ces personnes ont des ressources. Nos enquêtes montrent que les personnes opèrent des ajustements de manière dynamique et évolutive entre les injonctions, les contraintes auxquelles elles sont soumises, mais aussi les ressources dont elles disposent. Quelques extraits d'entretien. Donc quand j'ai pas tout fait les devoirs, ils me disent d'aller et on n'est pas toujours d'accord parce que je veux faire les devoirs et je suis obligée d'aller dehors. On ressent bien dans les verbatims une éducation à la santé qui met le focus sur les comportements individuels et qui ouvre la porte au blâme de la victime. C'est pour cela que les enfants mettent en avant un entrepreneur de soi qui est responsable de sa santé. Pour cela, il faut éviter à tout prix le surpoids par faire du sport, se muscler, manger bien. Les éléments de diffraction entre les terrains sont liés à la différence des contextes, mais également à la spécificité plurielle des membres de l'équipe. Alors ces éléments de diffraction, qui pourraient faire douter de la commensurabilité de la comparaison, sont pondérés par une rigueur enracinée dans les données, un travail collaboratif d'entente et également la notion de sensitivité, c'est-à-dire une proximité avec le terrain. Ce qui était ressenti, c'est que le surpoids était le signe le plus significatif de la maladie. Et à la suite de cela, c'est d'enchaîner une argumentation de culpabilisation, ça veut dire être gros, c'est la faute de l'individu. Nos enquêtes montrent également que ces populations défavorisées disposent de ressources qui s'expriment à travers leur pratique d'activité physique. Ces ressources sont autant individuelles que collectives. Elles s'appuient par exemple sur leurs propriétés socioculturelles, leurs relations au sein du quartier, leurs relations familiales, voire leurs compétences scolaires transmises parfois par leurs propres enfants. Là aussi, une petite surprise peut-être au cours de la recherche, c'est que les enfants n'ont à aucun moment exprimé d'avis négatifs ou de sentiments négatifs vis-à-vis de leur quartier d'habitation. On voit aussi dans les discours des enfants qu'ils ont bien intégré le discours officiel sur les bonnes et mauvaises pratiques de la santé, mais quand même, ils demandent une balance de se comporter bien
et de se permettre quelque chose. Quelle est la marge de décision, de négociation, d'autonomie précisément et de liberté que les maires disent avoir en matière de santé dans ce domaine des loisirs actifs? Au cours de nos analyses, nous avons remarqué qu'une grande majorité des parents interrogés étaient en mesure d'énoncer les recommandations autour du bien bouger. En revanche, l'application de ces mêmes consignes n'apparaît dans bien des cas comme pas évidente. Dès lors, nous nous sommes penchés sur l'analyse des principaux freins et éléments favorables à l'application de ces recommandations. Les barrières principales rencontrées sont financières, en matière de réseau, culturel, genré et temporel, donc le manque de temps. Si l'on observe une forte connaissance des principes de prévention, aussi bien chez les enfants que chez leurs parents, on constate également des ajustements au niveau de leurs pratiques par rapport à ces injonctions normatives. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pèsent sur ces populations précarisées des contraintes, notamment socio-économiques et environnementales, qui limitent leur accès aux activités physiques. Le comparatisme réflexif, tel que nous l'avons vécu dans cette expérience, a conduit vers un équilibre, vers une vigilance interprétative par l'utilisation des outils de standardisation, mais également tout en laissant la place et de la liberté à une intuition créative.